Bonjour et bienvenue dans La Comic Sphère, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a vêtu son plus terrifiant costume pour vous faire peur, le terrifiant Grey Pigeon. Bonsoir, Spades. Je vais t'arrêter tout de suite, hein. Cette voix avec le costume de Catwoman que tu portes, ça va pas ensemble. Ah, oui, c'est vrai. Mais après, tu vois que le haut, le bas. Ça fait peur, ça fait très peur. Voilà, c'est très très peur. Donc aujourd'hui on va parler de trucs horribles, bon pas uniquement ta tenue, de quoi on va parler. Alors on est en pleine période d'Halloween, alors on a choisi un comics horrifique, Lock and Key, par Joe Hill et Gabriel Rodriguez. C'est une série qui est terminée à ce jour, elle est en 37 épisodes, et publiée aux États-Unis par IDW à partir de 2008, et en France, on est disponible chez Milady Graphics. Tout à fait, et de quoi ça nous parle, Lock and Key? Alors c'est assez complexe à résumer, Lock and Key. C'est avant tout une histoire du bien contre le mal. Alors c'est pas très original, mais c'est une histoire de démons qui essaie de rejoindre notre monde via une porte cachée au fond d'une caverne située sur le domaine des Locke dans la ville de Lovecraft. Oui. Donc déjà, on a pas mal de références. Alors, on va suivre plusieurs générations d'enfants Locke qui vont chercher des dizaines de clés cachées dans la maison. Je crois qu'il y a exactement 100 clés dans la maison. Et chacune des clés est très spéciale et va conférer au détenteur de la clé des aptitudes particulières permettant de lutter contre ces démons. Tout à fait. Et donc, cette série est écrite par Joe Hill. C'est qui, Joe Hill? De son vrai nom, Joseph Hillstrom King, né le 4 juin 1972, qui lui fait 45 ans, à Hermon, dans le Maine. Et donc le King et Maine, ça doit te donner un indice sur qui il est réellement. Oui, un petit peu. Hein. Il est effectivement le fils de celui qui est considéré comme le maître de l'horreur moderne, Stephen King. Il a grandi à Bangor, dans son Maine natal, qui sert tellement de décor aux histoires de son père que j'ai l'impression de connaître les rues de cette ville par cœur. Hein. Ah, mais le Maine, sans y être allé, je pense que je n'irai jamais, j'ai l'impression de connaître cet état. Oui. Il a donc une sœur aînée, qui s'appelle Naomi et qui est un représentant spirituel de l'église universaliste unitariste, qui est donc une religion qui professe autant le monothéisme que le paganisme ou l'athéisme. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'un auteur, on finit toujours par se retrouver à parler de religion bizarre. Ouais, là en gros on va même dire que c'est même plus qu'une vraie religion entre guillemets, c'est plus un collège de réflexion autour de l'éthique spirituelle quoi. D'accord. C'est notamment parmi la première religion à avoir autorisé des mariages homosexuels dès les années 80 et à militer pour que ça devienne un droit civique. D'ailleurs, Naomi King, elle vit à Plantation en Floride aux côtés de son épouse. D'accord. Qui est elle aussi révérende de l'église universaliste unitariste. Et donc, il a aussi un frère plus jeune, Owen, qui donc après Joe, après Stephen et Tabitha, est lui aussi un romancier. Donc ça fait quand même une famille qui écrit beaucoup, hein, mais comme Joe le dit lui-même, de grandir dans la maison de l'auteur d'horreur le plus prolifique du monde et entouré de la tonne de bouquins que leurs parents collectionnent, ça les a fortement influencés. Ça doit aussi avoir un côté intimidant, j'imagine, parce que c'est un petit peu comme être le fils de Gérard Depardieu et de vouloir devenir acteur. C'est pas évident hein, de rentrer dans les pas de son père. Hein. La comparaison, forcément, sera à votre déprimant. Hein. Ouais, mais c'est un trajet normal pour lui. En fait, déjà, il a été étroitement lié au travail de son père depuis l'enfance, parce qu'il apparaît dans le film Creepshow que son père a écrit. De Georges Romero, ouais. Surtout, Joe, il dit lui-même que de rentrer à la maison après l'école et de voir ses deux parents plongés sur leur traitement de texte en permanence, fait que pour lui, le fait d'écrire des histoires, c'était la normalité pour lui. Du coup, dès l'âge de 12 ans, il va commencer à écrire des histoires de SF. À l'âge de 16 ans, il est tellement accro à l'écriture qu'il va passer tout l'été penché sur ses manuscrits pour les améliorer. Ce qui va forcément lui donner une réputation de gros geek, hein, comme celle de son père quand il avait le même âge. Et il comprend tout de suite que c'est ce qu'il veut faire dans la vie. Il veut être auteur. Mais il sait que le nom de King, comme tu le dis, c'est un frein à son talent. Il pourrait sortir une liste de courses en tant que le fils de Stephen King, ça marcherait. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense, la peur du retour du bâton, parce que justement, s'il sort un premier roman d'un faible niveau, tout le monde va lui tomber dessus. Hein. C'est plus facile de se cacher sous un autre nom. Oui, ça dérange pas certains. Prenons la famille Bedos en France. Pour lui, en fait, il considère qu'il doit créer sa carrière seul sans que personne ne sache qu'il est un fils de. Du coup, comment faire pour se différencier de son papa ? Eh ben, il va faire comme papa. Ce qui est très logique, tu vas me dire. Ah, il va changer de nom. Voilà, à la fin des années 70, King avait tellement l'impression qu'il pourrait vendre n'importe quelle merde sous son nom. Spoiler, c'est la vérité. Faut lire Dreamcatcher pour s'en rendre compte. Ouais. Il a écrit quelques romans sous coke qui sont pas tous très bons. Oh la vache, oui, il a eu des problèmes au passage des années 2000, on va dire. Donc Stephen King a décidé de changer de nom pour écrire quelques romans qu'il a écrit donc sous le nom de Richard Bachman avant que le secret soit éventé en 84. Et d'ailleurs, le fait que ce secret soit éventé, ça va lui donner l'idée du roman La part des ténèbres. Ah, il y a de très bons romans de Richard Bachman, mais il a continué à en sortir même après que le secret soit éventé parce que je pense qu'il écrivait avec un style un petit peu différent qui lui plaisait bien. En fait, pour
continuer la blague de Richard Bachman, donc Stephen King a annoncé la mort de Richard Bachman et a vraiment enterré le personnage. Donc en fait, c'est ce qui va lui inspirer l'histoire de La part des ténèbres, où un auteur enterre son pseudonyme et le pseudonyme revient à la vie pour se venger. Ah oui. Elle est pas lu celui-là. Non, il est plutôt sympa le roman. Quelques années plus tard, il s'amusait avec le délire de Richard Bachman, où donc il a écrit un roman sous le nom de Stephen King et un sous le nom de Richard Bachman qui se répondaient mutuellement. Et en disant que donc la femme de Richard Bachman avait retrouvé ce manuscrit qui traînait dans un tiroir de son mari et qu'ils ont décidé de publier, quoi. C'était Les Régulateurs et je sais plus le nom du deuxième, par contre. Là, je fais tout de mémoire. Donc, pour en revenir à Joseph King, il va faire pareil. Et puisqu'il a été appelé Joseph Hillstrom par ses parents, qui, je le rappelle, sont des hippies socialo-communistes, la jeunesse de Stephen King et Tabitha King est assez marrante pour ceux qui veulent se renseigner là-dessus. En fait, ce Joseph Hillstrom, c'est un célèbre militant socialiste qui a été tué suite à une parodie de procès en 1915. Donc en gros, c'est un immigré suédois qui était venu s'installer aux États-Unis et qui était rentré dans le milieu syndicaliste. Et le type, comme il dérangeait énormément le gouvernement, il a été accusé du meurtre de 2 commerçants, avec pour seul élément d'enquête que lui aussi il avait une blessure par balle. Mais alors il y avait aucune preuve comme quoi il était au même endroit et qu'il avait un mobile ou quoi que ce soit. D'accord. Bah, il a juste été condamné à la peine capitale. Ah, mais ça lui apprendra d'être socialiste, Voilà, c'est le fait d'être scandinave. Et en fait, il a été condamné à la peine capitale, mais par exécution par le peloton. Et le mec était tellement vénère d'être condamné pour ça qu'il a lui-même hurlé le fire pour déclencher les tirs. Et en fait, ce personnage est un personnage hyper connu de l'histoire américaine. C'est juste l'inspiration directe qui a poussé des artistes comme Joan Baez ou Bob Dylan à avoir la carrière qu'ils ont. Si Bob Dylan le dit, sans l'histoire de Joseph Hillstrom, il aurait jamais commencé à écrire des chansons. Parce que Joseph Hillstrom aussi écrivait des chansons. Ouais. Et que donc, ce fameux Joseph Hillstrom, il se faisait appeler Joe Hill parce que c'était vachement plus facile pour tout le monde. Il n'y a pas des trémas bizarres à poser partout. Bah, lui aussi, il va devenir Joe Hill. Dès 97, à 25 ans, il va commencer à envoyer des nouvelles dans différentes revues, parce que oui, aux États-Unis, il existe encore des revues qui publient des nouvelles, ce qui nous en France n'existe plus du tout, malheureusement. Non. Et il va se faire un nom par ses propres moyens, mais à tel point que même son agent va ignorer qui il est réellement. Et en 2006, donc il va sortir sur un recueil de nouvelles qui s'appelle 20th Century Ghost en anglais, qui a été traduit en Fantôme, Histoire trouble, qui marche très bien, ce qui va lui permettre de signer pour un premier roman, donc Heart-Shaped Box, comme la chanson de Nirvana, en français Le costume du mort. Rien à voir avec Nirvana. Rien à voir, oui. et Variety, qui prépare un papier sur Joe Hill, découvre sur Internet des rumeurs persistantes. Joe Hill, il ressemblerait vaguement à Stephen King quand même. Hein. Alors, il ressemble pas vaguement. Hein. Ah, si vous voulez pas le reconnaître, il est emmerdé, là. Il ressemble plus que vaguement. Hein. Ah ouais, c'est des clones. Hein. C'est le portrait de son père. Ah ouais, non mais grave. Et puis c'est bizarre, en fait, le roman Shining, il est dédicacé à un certain Joe Hill King. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc au bout d'un moment, il va cracher la Valda, il va confirmer les rumeurs, il va dire oui, je suis bien le fils de Stephen King, et ça va lui permettre en fait d'assumer totalement son héritage. Donc son roman suivant, Nosferatu, est très très empreint de l'influence de King, à tel point qu'on peut faire des parallèles très flagrants avec ça. Donc l'une des œuvres maîtresses de Stephen King, et ils vont s'amuser à se répondre mutuellement l'un à l'autre à travers les bouquins. Donc dans certains de ses romans, Joe Hill va parler de la ville de Derrick et la ville imaginaire où se passe ça. Dans certains bouquins de Stephen King, il va reprendre Manx, qui est le héros de Nosferatu. D'accord. Au total, il va écrire donc 5 romans, dont les 2 déjà cités, donc le Heart-Shaped Box, le costume du mort, qui donc raconte l'histoire d'un rocker collectionneur d'objets morbides qui va être poursuivi par le fantôme d'une de ses ex-groupies. C'est particulier, mais il est très bien ce roman. Nosferatu, qui est vraiment une histoire de... C'est hyper compliqué à expliquer. En fait, c'est vraiment une histoire de boogeyman. Ces 2 romans-là, c'est les seuls que j'ai lus de Joe Hill. Nosferatu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il a écrit après Horns, qui a été traduit en Korn en français. C'est adapté avec Daniel Radcliffe. Voilà, par Alexandre Aja. Et donc il a publié aussi The Fireman, donc L'Homme-Feu, comme traduit en français, un post-apo inspiré de la variété Andromède, donc Andromeda Strain en VO, un roman de Michael Crichton qui a été adapté au cinéma par Robert Wise. Et là actuellement, donc au jour où nous enregistrons, hier est sorti Strange Weather, son 5e roman. En anglais, donc pas en français encore. Hein. Uniquement en anglais pour l'instant. Ouais, donc faut attendre au moins 6 mois, 1 an avant de l'avoir en français. Je pense. Et donc Joe Hill, à l'image de son père, c'est un fan de cinéma de genre et c'est un fan de comics. Il cite notamment comme une de ses influences littéraires majeures un petit comics qui s'appelle Why the Last Man.
Ah, de Brian K. Vaughan. Ouais. Ah, j'aurais jamais deviné, tiens, j'aurais jamais associé Joel avec ce comic-là. Ouais, et justement, là, à Ask Me Everything sur Reddit, on lui demandait quel était le meilleur couple jamais créé dans la littérature, et il a répondu, en fait, Yorick et 355. Ah ouais. Donc vraiment, non seulement il est fan de comics, mais il considère le comics comme étant de la véritable littérature. Par contre, paye ton couple, hein. Bah, il a pas tort, hein. Moi, c'est... Ouais, d'accord, mais c'est pas un vrai couple, hein. Ah, faut lire What is the Last Man et vous ferez votre avis. Déjà, vous avez passé quand même un merveilleux moment avec cette série, hein. C'est une excellente série. Ouais. Et donc, il va passer à l'écriture de comics. Tu sais à quelle époque? Bah, avec Lock and Key. Eh ben non. En 2005. Il avait fait quoi avant Lock and Key? Spider-Man Unlimited 8. D'accord. Il a fait en fait une histoire courte. Comment je pourrais qualifier le style d'histoire? Je crois que le seul moyen de qualifier, c'est débilo comique. D'accord. Où en fait, c'est une bande de jackass qui essayent de copier les super-héros puis qui vont provoquer catastrophe pour catastrophe, quoi. Mais quand je te dis jackass, ça c'est vraiment, tu reconnais des mecs comme Steve-O et la bande à Johnny Knoxville, quoi. Ouais. Il va aussi créer en comics donc The Cape, que j'aime beaucoup, ses suites beaucoup moins. Ouais, le premier The Cape est plutôt pas mal. Ouais. Et en 2010, pour The Cape, et entre les deux, il va créer donc son magna opus en manière de comics en 2008, Lock and Key, aux côtés de Gabriel Rodriguez. Ouais, Gabriel Rodriguez, il est, comme son nom l'indique, il n'est pas russe, il est chilien. Et il est né en 74, donc la même génération que Joel. Hein. Ouais. Alors avant de commencer comme dessinateur de comics, il fallait bien manger, donc il a fait des études. Et il a fait des études d'architecture à l'université pontificale catholique du Chili. Alors, je sais pas si c'est une université qui te dit quelque chose. Non, pas trop. Moi, le Chili, à part le bouffer... C'est la toute première université d'Amérique latine. Ok. Et il a eu là-bas son diplôme de master en architecture. L'université, hein, c'est elle est 33e université du monde, hein, c'est pas rien quand même. Mais Rodriguez, lui, l'architecture, ça le gonfle un peu. Son truc, c'est de dessiner des comics. Mais au Chili, c'est pas évident. Ah, t'as pas de fac de comics, hein. Ça nulle part même. Hein. Bah non seulement il y a pas de fac, mais c'est surtout qu'il y a pas de marché. Et du coup, il peut pas travailler. Alors, il travaille à temps partiel comme architecte. Et il dessine des comics pour le fun et pour se faire un peu d'argent en vendant des planches à l'unité. Et sa toute première commande, en fait, c'est une série d'illustrations pour un jeu de cartes à collectionner qui s'appelait Mythes et légendes. C'est un jeu donc qui est publié par une société chilienne qui s'appelle Salo Publishing. Comment? Salo, S-A-L-O. Ah oui. Comme le film de Pasolini. Oui, c'est ça que je pensais. Je me suis vomi dans la bouche. Voilà, c'est ça. Et alors c'est un jeu. J'ai été voir un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment c'est le Magic chilien, quoi. Ok. Alors il a quand même passé 4 ans à illustrer des cartes. Pour ça, donc c'est un jeu qui a bien marché jusqu'à ce qu'il commençait vraiment à en avoir bien marre de faire ça. Mais il a reçu un appel de producteur américain de la série télé CSI, les experts français, oui. Et l'équipe de publication de IDW, on va en reparler d'eux, pour faire une version en comics de la série télé. Alors comment elle a été repérée, je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver, mais je doute que ce soit juste à partir des cartes. Je sais que Gabriel Rodriguez continue à faire des comics en indépendant, mais ça a dû tomber dans les mains des exécutifs d'IDW à un moment ou à un autre, puis toujours à la recherche de talents pas trop chers, ils ont contacté ce gars-là. Et en fait, donc IDW, c'est une société, on va en reparler, hein, qui s'est fait une spécialité d'adapter des grosses licences en comics. Ouais. Et donc, il est devenu, à ce moment-là, dessinateur à plein temps pour cet éditeur. Mais ce qui va vraiment changer sa vie, en 2008, c'est la rencontre avec Joel, parce qu'ils vont rencontrer un succès immédiat avec la série Lock and Key. Alors, leur rencontre, elle est très drôle. Parce qu'elle s'est faite par l'entremise de Chris Ryall, qui est l'éditeur en chef de IDW à l'époque, il est toujours maintenant d'ailleurs. Et tu l'expliquais tout à l'heure, hein, il a découvert Joel grâce à une anthologie d'horreur horrifique. Hein, c'est à cette époque-là qu'il avait sorti dans l'anthologie de nouvelles, donc j'ai oublié le titre que tu as donné tout à l'heure. 20th Century Ghost. Voilà, c'est ça. À l'époque, IDW, en fait, c'était un éditeur qui était spécialisé dans l'horreur. Et il cherchait à adapter des nouvelles, justement, en comics. Il venait de le faire avec des nouvelles de Richard Matheson, et il trouvait plus sympa l'idée d'adapter des nouvelles contemporaines. D'ailleurs, The Cape, dont on parlait avant d'être un comics, c'était une nouvelle de Joel. Et Joel, en fait, a refusé. Parce qu'il disait, hein, lui, comme tu le disais, c'est un grand fan de comics, il a préféré leur dire non, adaptez pas mes nouvelles, je vais plutôt vous pitcher des nouvelles idées. Si ça vous intéresse. Et évidemment, IDW lui dit ouais, ok, Banco, propose-nous des pitchs. Donc Joel demande de pouvoir choisir son dessinateur parce que pour l'idée qu'il a en tête, il est persuadé que son histoire demande un certain style. Alors Chris Ryall se dit à ce moment-là, j'ai un dessinateur vraiment avec un background d'architecte, donc parce que Joel lui avait pitché l'histoire de la maison. Il serait parfait, mais je veux être sûr que Joel le choisisse. Donc du coup, je vais lui envoyer des dessins de Gabriel Rodriguez avec des dessins de dessinateurs non professionnels au milieu. L'enfoiré.
pour être bien sûr que Joey choisisse Gabriel Rodriguez. Forcément, tu proposes les dessins de Rodriguez au milieu de Bonhomme Bâton et de Zizi dessiné. J'ai pas réussi à voir à quoi ressemblait c'est Chris Ryall qui raconte ça. Il est mort de rire quand il raconte l'anecdote, mais il a pas voulu montrer à quoi ressemblaient les dessins qu'il avait envoyés à Joey. Évidemment, Joey, il a choisi Gabriel Rodriguez immédiatement. J'imagine la tête qu'il a fait quand il a vu les dessins des dessinateurs. Non, mais c'est quoi ces horreurs? Et en fait, donc, il a pas eu à le regretter, hein, parce que Gabriel Rodriguez a fait un travail exceptionnel. Hein, il a rendu une copie admirable. Et en plus, Joey et Gabriel Rodriguez sont devenus les meilleurs amis du monde. C'est une belle relation qu'il y a entre les deux, c'est vrai. Ouais. Mais le fait de savoir qu'il était architecte, ouais, ça explique l'architecture très particulière de Lockhouse, leur maison. Eh ben, ça se ressent énormément dans le style global de, pas seulement quand il dessine les maisons à Rodriguez, parce que ce qui saute aux yeux quand tu lis Lock and Key, c'est je trouve, hein, c'est une recherche de symétrie globale. Pas seulement graphiquement, hein, parce que déjà, même dans la structure de la série fait 6 volumes, chacun divisé en 6 issues. Je pense pas que ce soit un hasard. Et les pages sont construites aussi de manière symétrique, et chacune des issues au sein d'un même volume se répondent les unes aux autres dans leur construction. Ouais. Et le style de Rodriguez, qui est assez simple, hein, plutôt élégant, mais moi je trouve que c'est vraiment dans la composition qu'il excelle, parce qu'il n'hésite pas à répéter plusieurs fois la même case sur une même page, en changeant juste un détail, faisant avancer l'action de manière très réaliste et souvent très brutale. En fait, il va insérer un petit détail de nature horrifique dont seul le lecteur attentif aura connaissance. Il faut vraiment passer un petit peu de temps sur chacune des cases pour voir qu'est-ce qui a changé, et ça va renforcer le côté horrifique du titre, et également le côté symétrique qui convient parfaitement à l'histoire, une histoire de maison. Un architecte était parfait. Si on peut lui reprocher une chose à Rodriguez, c'est les visages. C'est en fait, il a le style très sud-américain en fait, qui est très très marqué par le manga au niveau des visages. Ouais, c'est pas faux. On trouve beaucoup ça chez les dessinateurs d'origine mexicaine, notamment Humberto Ramos, hein, qui est quand même la référence du style. Ouais. Moi, je sais que ça me dérange pas, parce que là, c'est pas trop marqué. C'est beaucoup moins marqué que pour Humberto Ramos. Voilà. Mais c'est vrai que ces visages ont quelque chose de particulier. Je pense notamment à Kinsey, donc la jeune fille de la famille Locke. J'allais parler plutôt du grand frère, hein, qui a un visage qui est assez simpliste presque. Il est simpliste, mais ça lui donne un âge potentiel entre 15 et 45 ans. C'est ça, parce que quand il dessine son père, il fait exactement le même visage avec une moustache. D'un côté, Joey, tu lui rajoutes une barbe, c'est son père, donc. C'est ça. Mais ouais, non, en fait, au-delà de ça, c'est vrai que les constructions des pages, et puis quand il tape sur les architectures, hein, parce que Lockhouse, la maison où va habiter la famille, c'est un grand manoir hyper gothique, et franchement, il s'est éclaté pour dessiner ça. Alors moi, je sais pas quelle version tu as, on en reparlera à la fin, mais moi, en tout cas, dans ma version, j'ai les volumes en hardcover en VO, et les pages intérieures, en fait, des couvertures, on a les plans de la maison, justement, on sent son talent d'architecte qui a parlé. Ouais, tout à fait. Mais donc, tu parlais de IDW, on n'a jamais parlé de cet éditeur, ça peut-être temps de le présenter un peu mieux, non? Eh oui, alors figure-toi qu'IDW, actuellement, c'est le 4e éditeur de comics sur le marché. C'est derrière Marvel, DC et Image. Ils sont largement passés devant Boom et Dark Horse, donc c'est pas du tout un petit acteur du marché. Et pourtant, pour battre Dark Horse, on m'aurait dit il y a 10 ans que IDW passerait devant, j'aurais pas cru. Ah ouais, et là maintenant, c'est assez évident. Hein. Alors c'est un éditeur qui est très connu maintenant pour l'adaptation de licences. On peut penser à Transformers, Ghostbusters ou Les Experts dont je parlais tout à l'heure. Mais ils sont aussi très connus parce qu'ils ont fait comme spécialité de publier les grandes œuvres du patrimoine. Oui. Donc ils ont publié beaucoup de strips, notamment Dick Tracy. Alors, je crois ils en sont à plus de 24 ans de parution de Dick Tracy. C'est dingue. Puis aussi, j'aime beaucoup, c'est leur format artiste édition. Ah ouais, mais ça, ils sont super. Bon, très cher. Oui, pour expliquer donc à nos lecteurs qui ne connaissent pas, les artistes éditions, ils vont récupérer les planches originales de grandes œuvres, par exemple Watchmen. Watchmen, elle, par contre, s'appelle une artefact édition. Parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver toutes les planches, ouais. Voilà. Et donc il faut savoir que ces planches, les dessinateurs les revendent pour se faire un petit pécule, parce que le salaire de dessinateur, ça ne suffit pas, et les droits d'auteur encore moins. Et donc eux, IDW, ils vont traquer donc tous les possesseurs de planches originales pour leur demander l'autorisation de reproduire la planche à l'identique sur le même style de papier avec les mêmes techniques. Donc en fait, quand vous achetez une artiste édition, vous avez une copie, un facsimilé c'est ça. Des planches originales. C'est vraiment dingue. Non, c'est des volumes très beaux, très luxueux, très chers. Hein. Je crois qu'on parle de $150 à peu près par volume, mais c'est si vous êtes fan d'une œuvre en particulier, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment des belles œuvres. Alors on va revenir à la genèse d'IDW. Alors c'est une compagnie, comme tu le dis, qu'on connaît assez mal. Hein. À la base de cette compagnie, un nom, Ted Adams. Oui. Alors à l'époque, avant de créer IDW, il travaille à la division Entertainment de la compagnie de Todd McFarlane. Le
le fondateur d'Image. Il participe notamment à des créations de vidéoclips pour Korn ou Pearl Jam, et il a également travaillé sur le show TV Spawn, qui passait sur HBO entre 97 et 99. Alors, on trouve tous les épisodes sur YouTube si ça vous intéresse. J'ai peu de souvenirs de la série, mais c'était plutôt pas mal. J'en ai vu un épisode cet après-midi. Bon, l'animation a un peu vieilli. Après, le style, ça ressemble beaucoup à Batman The Animated Series, mais en gothique, quoi. Le style Spawn. Alors, Ted Adams, il a que du bien à dire de Todd McFarlane. C'est peut-être la seule personne au monde, d'ailleurs. Le seul défaut qu'il reprochait à McFarlane, c'est le fait qu'il se sentait à l'étroit. Travailler pour lui, en fait, on travaille pas avec Todd McFarlane, on travaille pour Todd McFarlane. Et ça, Ted Adams, ça commençait à devenir un peu difficile pour lui à un moment. Il voulait être à la tête de sa propre compagnie où il pourrait faire en fait tout ce qu'il voulait d'un point de vue artistique. C'est pour ça qu'il a décidé de partir en 99 et fonder IDW. Alors, est-ce que tu sais ce que signifie IDW? I don't know. Je pense pas que ce soit ça. Alors, en fait, ça a aucun lien avec les comics. Ça veut dire Ideas and Design et Work. Et il a fondé donc cette compagnie avec 3 autres anciens de Wildstorm, qui était à l'époque un label d'Image, un label indépendant d'Image, qui venait d'être vendu à DC. Donc il y a eu des gens qui sont partis, et parmi ceux-là, donc ils sont 4 en tout à avoir formé IDW. Alors un petit peu à la manière d'Image Comics, la société est lancée donc par 4 artistes, Ted Adams que j'ai déjà cité, Robbie Robbins, Alex Garner et Chris Opresco. Et leur idée, c'est pas du tout de faire des comics au départ, c'est de développer des produits liés aux jeux vidéo, aux films, aux TV, des jeux de cartes à collectionner, et éventuellement, s'il y a un petit peu d'argent qui rentre, de faire des comics pour se faire un petit peu plaisir. Donc en fait, c'est vraiment reprendre le concept de Todd McFarlane Productions qui se diversifiait. Exactement pareil. Ouais, c'est ça. C'est le travail qu'il faisait déjà pour Todd McFarlane, et il a juste continué à vouloir le faire en indépendant. Parce qu'on pense souvent à Todd McFarlane pour Spawn, mais faut pas oublier aussi toutes les statuettes qui sont faites sous son nom. C'est ce qui a fait sa fortune. Ouais, les Hellraiser qui sont splendides et inabordables, mais splendides. Et il faudra attendre l'an 2000 pour que IDW crée sa propre division d'édition, IDW Publishing. C'est un petit peu par accident d'ailleurs, parce que le premier livre que va publier IDW, c'est pas un comics, c'est un artbook de Ashley Wood, célèbre illustrateur, qui est un ami intime d'Adams. Et ils vont publier ensuite des romans, notamment de Steve Niles, dont on va reparler un tout petit peu, qui est un autre ami de Ted Adams. Mais en fait, vu que la société est fondée par 4 anciens du comics, ils vont avoir très envie quand même de se mettre à faire du comics, surtout qu'ils vont faire du profit très rapidement. Donc ils se sont dit, on a un peu d'argent, on va en perdre en faisant du comics. J'aime bien le côté positif de ces gens. Ah non, mais attends, c'est pas fini, parce que donc Ted Adams, qui est très ami avec Steve Niles, dont il vient de publier le dernier roman, il l'appelle en lui disant, est-ce que tu as des idées pour faire un comics? Je te promets juste un truc, c'est qu'il sera publié, sinon au niveau des ventes, ce sera un échec. Il lui vend comme ça. Et ça tombe parfaitement parce que Steve Niles, en fait, il déprime à ce moment-là. Ouais. Il a une super idée qu'il essaye de pitcher à Hollywood depuis des mois, et personne n'en veut. Alors son idée, c'est une histoire de vampire très très sombre qui se passe en Alaska, et le soleil ne paraît pas pendant plusieurs semaines. Voilà, le 30 jours de nuit en français. 30 jours de nuit. Alors c'est drôle parce que les exécutifs d'Hollywood à l'époque lui répondaient que ça pouvait pas fonctionner parce qu'on avait déjà Blade et Buffy. Je pense qu'ils avaient pas compris le concept. Pas franchement, non. Et Niles, il croyait vraiment à son histoire. Il disait vraiment, moi, je veux pas écrire un roman là-dessus. C'est un film, ça. C'est pas autre chose. Et il va se laisser convaincre pour sortir l'histoire en comics. Oui. Alors, leur première issue, elle va sortir. En plus, ils ont de la chance parce qu'ils sont tombés sur un jeune artiste qui débutait aussi, qui a un petit talent, Ben Temple-Smith, dont le style va complètement s'associer à l'histoire complètement dingue de 30 Days of Night. La première issue sort. Alors, c'est un gros carton, évidemment. Pas du tout. Ils en ont vendu 4000. Par contre, comme souvent avec les titres indépendants, en fait, le succès va se faire avec le temps et avec le bouche à oreille, à tel point que la série va en fait connaître plusieurs mini-séries pour finalement, une adaptation va être annoncée au cinéma en 2007, et ce qui va garantir en fait aux comics le succès qu'on connaît maintenant. C'est grâce à l'adaptation cinéma que les ventes de comics ont commencé à cartonner. En gros, on résume, il s'est fait refuser son projet de film, il l'adapte en comics, qui devient un film qui permet aux comics de marcher. Mais et par contre, il a une expérience assez douloureuse sur le tournage du film, parce que c'est lui qui a écrit le premier jet du scénario, et au final, il reste plus grand chose des idées qu'il avait, et il s'est pris beaucoup la tête avec les exécutifs du studio qui voulaient complètement édulcorer son film. Ils disaient, ah mais les vampires c'est des filles, on n'a qu'à faire que des filles et on va les mettre toutes nues parce que ça vendra plus. Ouais. Ils ont pas du tout compris le concept, quoi. En gros, ils ont racheté le scénario de Lesbian Vampire Killer et ils ont voulu appeler ça 30 Days of Night. Alors au final, il s'en sort pas si mal. Alors, Steve Niles dit que le résultat final est pas exactement ce que lui aurait voulu, mais qu'il est quand même assez fier du résultat et que c'est le film est assez honnête. Je le trouve pas honteux pour avoir vu le film. Après, c'est vrai que quand tu lis le comics à côté, déjà,
quand tu passes à la version filmée, tu perds le style de Temple Smith, donc bien sûr. Donc forcément, mais le film est pas honteux. Oh, puis il y a Melissa George. Voilà. Donc, déjà, on est content. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 30 Days of Night va permettre à IDW de s'installer parmi les éditeurs de comics qui comptent. Mais par contre, ça va faire aux yeux du public et surtout des professionnels un éditeur spécialisé dans l'horreur. Ce qui est assez étonnant quand on y pense maintenant, parce que c'est pas du tout à ça qu'on pense. Et par contre, c'est juste après, donc la sortie de 40 Days of Night, que IDW va commencer vraiment à développer ce qui va devenir sa réelle marque de fabrique, je le disais tout à l'heure, le comics de licence. Alors, à cette époque, il développait beaucoup de jeux de cartes. Les cartes top, ouais. Un de ces jeux était basé sur le jeu Survivor. On connaît Survivor, c'est la version américaine de Koh-Lanta, qui passe toujours sur CBS d'ailleurs. Oh mon Dieu, c'est pas fini. je ne sais pas. Mais cette relation de confiance avec les exécutifs de CBS qui va donner l'idée à Ted Adams de développer un comics autour de la licence CSI, qui passait aussi sur la chaîne, donc les experts. Et il va leur contacter un autre de ses amis, il a beaucoup d'amis Ted Adams, Max Allan Collins, qui est un auteur réputé de polar, oui. Et il va lui demander d'écrire justement des comics CSI. Et il va faire appel à un jeune artiste, donc dont on a parlé tout à l'heure, Gabriel Rodriguez, qui va très vite devoir se former d'ailleurs, à respecter des deadlines et essayer de dynamiser des planches, parce que CSI, le comics, moi j'en ai jamais lu. Mais d'après ce que dit Gabriel Rodriguez, c'est 18 pages sur 20 de deux personnages qui se parlent. C'est un peu comme un show, hein, d'ailleurs. Je pense que les deux autres pages, ça doit être juste des descriptions de cadavres. À peu près. ou un zoom sur un microscope. Oui, c'est possible. Ouais. Alors la deuxième licence qu'ils vont signer, c'est The Shield. Alors j'en parle, c'est parce que c'est assez rigolo encore une fois, parce que l'expérience, ça va pas du tout être la même que sur CSI, ça va être un peu plus compliqué avec les gens des studios, parce que entre les auteurs du comics et Sean Ryan, donc le créateur du show, il y a des intermédiaires. Ouais. Et un des auteurs raconte qu'un des scripts a été refusé. La raison invoquée, c'était jamais des flics ne se comporteraient de la sorte, parce que ce qui est décrit dans le script, c'est parfaitement illégal. Eh les gars, vous avez déjà vu The Shield? Ah, les vedettes, sérieux. Alors après ça, ils vont développer beaucoup d'autres licences qui vont permettre à IDW vraiment de prendre leur essor, notamment Angel, le spin-off de Buffy, oui. Ça va cartonner en comics. C'est chez IDW? Moi j'aurais toujours pensé que c'était chez Dark Horse. Non, Dark Horse justement, ils avaient Buffy, mais ils ont pas voulu développer Angel, c'est comme ça qu'IDW, de toute façon, ils sont là, ils ramassent tout ce qu'ils peuvent. À cette époque-là, on fait. Ouais, mais ça leur donne des coups de bol monstrueux par moment. En fait, c'est Joss Whedon qui les a contactés directement pour faire Angel, parce que Dark Horse n'en voulait pas. Et Joss Whedon croyait au potentiel pour continuer son histoire, et en fait IDW a bien fait, parce que c'est un de leurs plus grands cartons encore aujourd'hui. Mais ce qui va devenir le carton d'IDW, alors pareil, quand j'ai lu ça, j'en revenais pas, mais oui. Ce qui fait que IDW est le 4e éditeur de comics, c'est Transformers. Ils ont commencé à développer les licences en 2005. Et encore une fois, Ted Adams et toute sa bande, ils vont avoir une chance. Parce qu'ils vont récupérer les droits donc de cette licence, ils vont payer rien du tout. Parce que Transformers, à cette époque-là, c'est un petit peu culte, mais c'est un peu oublié, faut pas se cacher. Oui, et puis surtout que Image, quelques années avant, donc là on est en 2005, comme tu es en train de le dire. En fait, Image avait essayé de relancer des vieilles licences comme ça au tout début des années 2000. Donc je pense notamment à la Bataille des Planètes, Gatchaman, ou les Thundercats. Ah oui. Bah d'ailleurs, il y a toujours des moments où il y a des gens qui essayent de ressortir les Thundercats en comics, ça marche jamais, mais bon. Et le truc, c'est que Image s'était planté, mais bien comme il faut. Donc à mon avis, les droits des séries comme ça, IDW 5 ans après a dû faire je te la prends pour 10 € quoi. Ouais, sauf que juste après avoir récupéré les droits pour faire des comics Transformers, il y a un certain Michael Bay qui a récupéré les droits pour en faire un film. Du coup, les ventes de comics vont exploser, mais littéralement exploser. La série Transformers, notamment, ils ont plusieurs séries. Il y en a une qui s'appelle More Than Meets the Eyes, a une très très bonne réputation. Ouais, moi j'avoue, j'ai pas lu ça encore. Pareil. Mais à tel point, en fait, que ça va tellement cartonner que les exécutifs d'IDW vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que nous, on voulait faire des comics pour s'amuser, on voulait faire de l'horreur, ça nous plaisait bien, mais là, on fait des sous en faisant des comics de licence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut continuer à s'amuser ou est-ce qu'on veut vraiment devenir une maison qui compte? Et ils vont prendre cette direction-là. Donc ils vont signer d'autres licences très importantes. Il y en a plein, mais on peut signer pêle-mêle les Tortues Ninja, Doctor Who, G.I. Joe, Star Trek, Mon Petit Poney. Ils font partie des gros cartons de la maison. Et donc je le disais tout à l'heure, mais il y a pas que ça chez IDW. C'est ce qui me plaît vraiment chez eux, c'est le rôle patrimonial, en publiant des strips cultes via ce qu'ils ont un sous-label qu'ils ont créé qui s'appelle The Library of American Comics. Donc j'avais cité Dick Tracy, mais il y en a d'autres. Il y a Terry les Pirates, Little Orphan Annie, qui est un des strips les plus anciens, les plus cultes, qui a duré des décennies. Et voilà. Mais alors Lock and Key dans tout ça. Où est-ce qu'on en est? Eh ben, comme d'habitude avec IDW, c'est le coup de peau. Comme avec Steve Niles pour 30 jours de nuit, Ted Adams donc cherchait des histoires à éditer. Il contacte donc comme je te disais un jeune auteur qui avait été publié uniquement en Angleterre, parce que toi tu l'avais pas précisé, mais son recueil de nouvelles à l'époque, il n'était pas sorti aux États-Unis. Voilà, c'est une compilation de ses nouvelles qu'il a sorti aux États-Unis, mais une compilation en Angleterre.
Ouais. Bon, qui après est sorti aux États-Unis aussi, mais avec des histoires d'enlevés puis d'autres de rajoutés. Alors après, quand je te parlais de coup de peau pour Lock and Key, non seulement la qualité du comics fait qu'ils ont eu la chance de pouvoir signer un truc pareil, mais en fait le vrai coup de peau, c'est l'identité de Joe Hill lui-même, parce que au moment où ils ont signé Joe Hill pour faire Lock and Key, ils savaient pas qui c'était. Ils savaient pas que c'était le fils le fils d'eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste au moment où la première issue était prête, elle était sur le point de sortir, Joe Hill sort un livre. C'est Archie Pitbox. Voilà, c'est celui-là. Joe Hill explique à Chris Royal, l'éditeur du titre, qu'il va passer la télé américaine pour faire un de ses shows du matin, très populaire aux États-Unis, pour faire la promo de son nouveau roman. Et alors elle se dit sympa, je vais regarder ça, je vais regarder si le gars il est bon pour se vendre, ça pourra servir éventuellement pour la promo de Lock and Key. Et là, dès les premiers instants, il se dit purée, il a une tête. J'ai déjà vu ça. C'est marrant, on a tous la mais même réaction. Il l'avait jamais vu avant. Hein. Non, mais le pire, c'est qu'on a tous la même réaction quand on découvre la gueule de Joey et qu'on sait pas qui On la mettra sa photo sur le billet vous ferez à côté de celle de son père. Essayez de deviner qui est qui. La fameuse photo de l'article de la fac de Stephen King. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors la première question de l'interview, une bonne question de merde, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, ça fait quoi d'être le fils de Stephen King? Alors, what? Royal, il raconte, il est littéralement tombé de sa chaise. Parce que personne chez DW n'était au courant qu'il venait de signer donc le fils du plus grand auteur contemporain américain, tout simplement. Hein. Comme je le disais, même les agents de Joey n'étaient pas au courant. Même Gabriel Rodriguez ne le savait pas. En fait, pendant comme tu disais, plus de 10 ans, il a monté sa carrière tout seul. Et en fait, DW n'a pas voulu jouer là-dessus pour faire la promo de Lock and Key et a sorti le titre sous le nom de Joe Hill et pas sous le nom Joe Hill King ou à quel moment dans la promo du titre ça a été évoqué. De toute manière, Joe Hill écrit ses romans encore aujourd'hui sous le nom de Joe Hill. Ouais. Mais ils auraient pu au moment ou alors tu sais rajouter un bandeau, le fils de Stephen King vous présente son comics. Ils ont jamais fait ça. C'est tout à leur honneur. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est respecter la décision d'auteur, quoi. Ouais. Par contre, tu dis que IDW s'est spécialisé dans les comics d'horreur, mais les comics d'horreur, ça, c'est une longue histoire aussi. Ah bah c'est presque aussi vieux que le comics, tout simplement. Parce que le genre horrifique, en tout cas pas le comics d'horreur, mais le genre horrifique, c'est apparu très tôt dans le comics mainstream, dès la fin des années 30. Oui, ben on va rappeler ma fameuse phrase que je vous dis à chaque épisode. Le comics, ça vient du pulp. Dans le pulp, il y avait beaucoup d'histoires d'horreur, donc dans le comics, il y a beaucoup d'histoires d'horreur. Je te promets qu'au moment où je préparais mes notes, j'ai tombé sur tout le comics et le pulp, je me suis dit, ah non, je vais pas reparler du pulp, je zappe ça. Mais exactement, comme tu voyais, c'est comme pour tout. Hein. De toute façon, c'est tous les genres du comics viennent du pulp. Bah oui, c'est les mêmes éditeurs, donc logique. Le tout premier personnage lié à l'horreur que j'ai trouvé vient d'un couple dont on a déjà parlé, que nos éditeurs connaissent bien. C'est Jerry Siegel et Joe Shuster, qui ont créé Dr. Occult juste avant de créer Superman. Et donc une des histoires de Dr. Occult, Dr. Occult, une de ses spécialités, c'était d'affronter des créatures du mal surnaturelles. Ouais. Donc c'est déjà une incursion dans l'horreur. Hein. Alors, mais le genre horrifique fait vraiment son apparition en fait dans des titres à tendance polar et super-héroïque. Alors j'ai un exemple, moi, qui me fait rire à chaque fois, mais qui est très connu, c'est le Détective Comics 31 et 32. C'est Batman qui s'envole pour la Transylvanie en Bat-Giro. Alors Bat-Giro, on est en 1939, donc le Bat-Giro, c'est une espèce d'hélicoptère. En plus, l'hélicoptère vient d'être inventé. Voilà, c'est ce qu'on appellerait le Batcopter aujourd'hui, quoi. Ouais, alors en fait, dès le Batman numéro 1, son Bat-Giro se transforme en Batplane. Hein. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Mais donc Batman fait les États-Unis jusqu'à la Transylvanie en hélicoptère. Normal. D'ailleurs, une fois qu'il arrive là où il veut arriver, il laisse son hélicoptère en vol stationnaire. Hein, Normal aussi. Mais en l'occurrence, donc ce qui fait de cette histoire une histoire d'horreur, c'est pas l'hélicoptère, même si moi ça me fait toujours rire, mais c'est parce qu'il y va pour affronter un vampire. Oui, bien sûr, Transylvanie, tu vas pourquoi voilà. Tu vas affronter des transsexuels transylvaniens, forcément. Alors, il y a pas que ça, dans le Batman numéro 1, dont on a déjà parlé quand on a parlé du Joker, mais il y avait plusieurs petites histoires. Il y a une des histoires dans laquelle Batman va affronter des monstres géants. Donc c'est pareil, c'est vraiment typiquement ce qu'on trouvait dans les pulps, c'est des histoires horrifiques. Et c'est des histoires qui vont être reprises plusieurs années plus tard, dans les fin des années 80, début des années 90 de mémoire, par Matt Wagner, dans son arc Dark Moon Rising. Alors, dans les années 40, ensuite, plusieurs grands classiques de littérature d'horreur ou gothique vont être adaptés en comics. On a Frankenstein, Sleepy Hollow, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et compagnie. Ouais, mais ça, c'est les classiques illustratifs qui a une grande tradition aux États-Unis. Ouais. Mais vraiment, le comics horrifique tel qu'on le connaît, qui va vraiment prendre son envol, c'est à la fin des années 40. Parce que on est après-guerre, la mode des comics de super-héros s'est très largement essoufflée. Ouais. On parle même pas de la mode qui a duré 15 minutes des animaux parlants. Mais donc, parallèlement à l'horreur, on va avoir l'émergence de plusieurs autres styles, les comics de romance, les westerns dont on a déjà parlé au début de la guerre froide. Mais c'est vraiment les comics d'horreur qui règnent en maître à cette époque-là. C'est un règne qui va durer assez peu de temps, on va expliquer pourquoi. Mais la toute première série régulière horrifique, elle verra le jour en 48 sous le titre Adventures into the Unknown, qui sera sorti par American Comic Group, et dans lequel on trouvait des histoires de fantômes,
fantômes, très classiques de loups-garous, de maisons hantées, etc. Et juste avant ça, hein, ça c'est la toute première série régulière. Mais juste avant, on a vu un numéro d'une série qui s'appelle Eerie, dont on va reparler un tout petit peu, qui devra attendre 4 ans avant d'avoir un numéro 2. Donc c'est pour ça que je disais que Adventure into the Unknown était la première série régulière. Voilà. Juste pour mentionner, hein, le tout premier numéro d'Erie, on trouve quand même un petit débutant qui s'appelle Joe Kubert. Le comics d'horreur, c'est pas un accident, c'était vraiment dans l'air du temps parce que à 2 mois d'intervalle, on va avoir plusieurs sorties de magazines de plusieurs éditeurs différents qui vont chacun sortir leur numéro d'horreur. Et c'est à cette époque-là qu'aussi que EC Comics va se lancer. Oui. Lui, il va devenir vraiment le spécialiste du genre. Alors ici, pour Educational Comics à l'époque, voilà, qui était un label qui était spécialisé dans les retranscriptions d'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Puis au bout d'un moment, ça a commencé à plus trop se vendre. Donc ils ont commencé à se spécialiser à ce moment-là dans l'histoire des États-Unis, carrément, faire des comics historiques. Et puis ça marchait pas non plus. Donc le fondateur de cette société est décédé et c'est son fils qui a repris. Et lui, il s'est dit, on arrête les bêtises et on va faire des trucs qui vendent. Donc là, il va tout faire, de la science-fiction, du western et de l'horreur. Mais ils vont aller un peu loin pour certains de l'horreur. Ouais, c'est un peu ça. Mais et par contre, ici, en fait, a une énorme aura, mais ils vont publier en tout et tout que 3 titres d'horreur. Hein. Ouais. Et ils vont sortir donc Crypt of Terror, qui deviendra le Tales from the Crypt, donc les contes de Crypt au bout du 20e numéro de mémoire. Oui. Vault of Horror et ensuite Haunt of Fear. Et en tout et pour tout, ils vont sortir 91 issues seulement, en combinant ces 3 magazines jusqu'en 1954 à l'apparition du Comic Code Authority. Ici a rencontré donc un succès quasi immédiat avec ces titres qui se vendaient à l'époque quand même dans les 400 000 unités, rien que ça. Et c'est pour ça qu'un nombre d'éditeurs très important s'est engouffré dans la brèche à tel point qu'on a eu jusqu'à 75 titres estampillés horreur qui étaient tous les mois. En fait, le coup de génie de Gaines, ça a été de se dire que les gamins qui avaient lu Superman à l'âge de 10 ans en 38, ben ils avaient plus 10 ans. Ouais. Eh oui, c'est ça. Et donc de leur fournir en fait des comics pour personnes matures, on va Mais dire. c'est ce qui va provoquer leur perte parce que pour tout le monde, le comics c'était un médium pour les enfants et proposer des histoires très matures à des enfants, c'était pas possible à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart de ces histoires, soit horreur, soit SF qui ont été publiées dans cette période-là, ont été publiées en France. Et il y avait une grosse censure aussi en France. Et donc, c'était publié dans des formats poche où ils étaient obligés de signaler sur la couverture bande dessinée pour adultes. Ouais. Et dedans, tu pouvais aussi bien trouver donc une histoire d'horreur, genre une adaptation de Clark Ashton Smith. Et juste derrière, t'avais un épisode de Green Arrow. D'accord. C'était assez particulier comme concept. Mais ouais, comme je te le disais, donc l'histoire retient que ici, c'était le plus grand éditeur d'horreur de cette époque, mais alors que pas du tout, hein. Je te le disais, il y a 75 titres d'horreur qui sont sortis à une époque. Ici, on avait que 3. Oui. Atlas Comics, hein, donc l'ancêtre de Marvel, ils en sortaient plus d'une douzaine. Hein. Oui. D'ailleurs, le patron de EC, Gaines, hein, se plaignait sans arrêt que tout le monde le copie. Oui. Ouais, et puis mais c'est une tradition de copier Gaines de toute façon. On va en reparler dans quelques minutes. Mais non seulement donc il y avait 75 titres estampillés horreur, mais en plus il y avait les autres titres dans lesquels l'horreur apparaissait. C'était pas rare d'avoir des titres de western dans lesquels il y avait on voyait un cow-boy affronter un loup-garou. Donc vraiment l'horreur était partout. Même les comics pour enfants ne faisaient pas exception si tu y penses. Casper, c'est une histoire de petit fantôme. Hein, c'est l'histoire d'un petit garçon mort. Hein, donc plus sympa. Hein. Bon, c'était très drôle, très sympa Casper. Alors le drame arrive en 54, hein, donc comme je te parlais avec l'instauration du Comic Code Authority. On va pas s'attarder là-dessus parce que je pense qu'on y reviendra un jour, on en parlera un petit peu plus en détail, mais la priorité première de ce code, c'est de se débarrasser des comics de crime et aussi d'horreur. Mais en gros, donc j'ai retenu quelques points du code. Toute représentation de violence excessive et de sexualité est interdite. Oui. Les figures d'autorité ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect. Déjà, ça limite un peu. Donc c'est pour ça que l'épisode de The Shield a été censuré, en fait. En même temps, comment dire, les figures d'autorité, c'est les flics, hein. Bah oui. Alors là, c'est là qu'on arrive à un gros problème avec The Shield. Le bien doit toujours triompher du mal. Eh oui, bien sûr. Ensuite, alors là, par contre, moi, là, je trouve ça vraiment problématique parce que tu disais c'était une vraie tradition, mais c'est que les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, donc les vampires, les loups-garous, les ghouls, les zombies, sont interdits. Ouais. Et enfin, j'ai retenu aussi certains termes sont interdits sur les couvertures. Et là, on a assisté à un vrai règlement de compte parce qu'en fait, ils ont choisi tous les termes qui étaient les termes des comics d'horreur de l'époque. Donc, crypt, horror, crime sont interdits. Et en fait, par rapport au Comic Code Authority et donc le procès Wertham qu'il y a eu par rapport à ça, le truc c'est que donc justement il y a une interview qui a été filmée qui est célèbre où justement donc Wertham présente un comics de creepy en disant regardez c'est monstrueux, il y a une femme décapitée sur la couverture et compagnie, et que Gaines essaie de défendre ça et il y arrive pas. Ouais. C'est en fait t'as de la peine pour lui parce que tu le vois sortir les rames quoi. Ah mais ce qu'il y a, c'est que c'est Gaines qui a vraiment pris en tout cas la tête de la contestation hein, justement et c'est lui qui en a payé le plus grand prix. Hein. Ouais. C'est clair. Parce qu'au final, une fois que le code est passé, tous ses titres ont disparu. Le seul qu'il a réussi à garder, c'est Mad.
Oui. Un titre satirique. Et en fait, c'est pas uniquement parce que c'est un titre satirique. Mad était pas... Ils l'ont sorti en magazine. Voilà, aussi. c'est ça. C'est en fait, Mad est sorti sous le format magazine. Donc ce qui fait qu'ils pouvaient mettre les BD les plus sarcastiques et compagnie, se foutre de la gueule de tout le monde, se foutre des figures d'autorité. Le Comic Code Authority n'avait aucun droit et les magazines étaient diffusés dans les kiosques réglementaires. Mais on va en reparler des magazines, parce que c'est ce qui va relancer un petit peu le genre horrifique d'ailleurs. Donc en gros, pourquoi expliquer pourquoi le Comic Code Authority pouvait bloquer la publication de ça? Il pouvait tout à fait faire des titres d'horreur. Le seul truc, c'est qu'il ne pouvait pas les vendre dans les réseaux officiels. Alors si, il pouvait les vendre dans le réseau officiel si les distributeurs décidaient de les prendre. Mais tous les comics qui n'avaient pas le code, les distributeurs les refusaient. En fait, c'est ton comic se retrouvait au même rayon que les livres porno. Mais en gros, ce que le code a instauré, c'est une autocensure de la part des éditeurs qui ne proposaient directement plus qui allait ne pas être distribué. C'est assez pervers, mais bon, ça a bien fonctionné pendant quelques temps. Alors ça a provoqué la disparition quasi immédiate du genre, hein. Parce que soit les éditeurs se pliaient au code et ils abandonnaient tous leurs titres à caractère subversif, ce qui s'est passé, soit ils se passaient de l'agrément du code, mais sauf qu'ils pouvaient plus les vendre. Il y en a qui ont essayé, hein, mais il n'y a pas eu plus de 7 épisodes qui ont été publiés de chacun des numéros qui ont été sortis après code, qui se sont passés du code. À partir du moment où tu peux pas écouler ton stock, ça sert à rien de les faire, quoi. Alors par contre, ça a eu un effet bénéfique pour moi, c'est ce code, c'est l'apparition du genre super-héroïque qu'on connaît encore aujourd'hui. Ouais. Parce que ça a permis au genre de faire son retour dans les années 60, parce qu'il avait complètement disparu, le genre super-héroïque, hein, parce que les jeunes lecteurs avaient besoin d'autres choses que de la romance ou le western qui vraiment s'essoufflait carrément. Et les comics d'horreur ont servi d'influence à la création de certains héros qu'on connaît encore bien maintenant, hein. On peut citer un célèbre homme araignée, ou un homme qui se transforme en homme fait de briques. Voilà. Ou alors un scientifique qui se transforme en gros monstre vert suite à une expérience qui tourne mal. De toute manière, tu parles de The Thing, en fait, faut pas oublier que The Thing, la chose des 4 fantastiques, hein, pas le film d'horreur très très cool de Carpenter. Faut pas oublier en fait que les Fantastic Four, en fait, c'est totalement dérivé des comics de science-fiction que Kirby dessinait entre deux, quoi. Même Hank Pym, qui est donc Ant-Man, Giant Man, Goliath, je sais plus quel nom il porte actuellement. Hank Pym était un personnage qui est apparu dans le même style d'histoire, qui était vraiment de la science-fiction pure et dure, mais qui avait toujours un petit côté horreur, d'où le côté monstre à la Jekyll et Hyde pour la chose. Alors, le genre horrifique va refaire son retour au milieu des années 60 grâce à Warren Publishing, qui va contourner le code en sortant les titres directement sous format magazine, comme tu en parlais tout à l'heure avec Mad, et c'était des titres en noir et blanc. Alors, le tout premier titre qui est sorti, c'est Creepy, qui va rencontrer un gros succès, donc suivront Eerie et enfin Vampirella, dans lequel a travaillé un certain Richard Corben, un grand nom du comics d'horreur. Et Vampirella... c'est un personnage assez particulier parce que c'est donc une vampire extraterrestre. C'est une vampire sexy. Et ultra sexy. Et le truc, en fait, c'est que beaucoup de monde voit son côté sexy et oublie que c'est une véritable figure féministe à la base. Ah oui. C'est exactement comme pour Elvira, donc la célèbre présentatrice de films d'horreur aux États-Unis et personnage de la culture pop ultra important. En fait, Elvira, tout le monde voit ses décolletés jusqu'au nombril et puis la grosse paire de loches. Mais ce qu'ils oublient aussi, c'est qu'elle représente une femme qui s'assume sexuellement et qui décide en fait de prendre le contrôle de sa propre vie. Et Vampirella, c'est totalement ça. Ah oui. Bah, de toute façon, Elvira, c'est très largement inspiré de Vampirella, je pense. Oui, tout à fait. Là-dessus, elle reconnaît l'héritage, Elvira. Alors, c'est l'assouplissement du Comic Code Authority au début des années 70 qui va permettre un retour en grâce du genre, même chez les gros éditeurs, notamment l'introduction du personnage de Morbius, qui va contribuer, donc le Morbius le vampire, qui n'est pas présenté tout de suite comme un vampire d'ailleurs. Ouais. Mais il y a aussi une histoire avec Spider-Man. Hein. En fait, c'est même justement grâce à ça que le Comic Code va comprendre qu'il va être obligé de s'assouplir, parce que donc Marvel a voulu écrire une histoire de Spider-Man parlant des problèmes de drogue, où donc un jeune va prendre des cachetons qui Alors, vont... je l'ai pas précisé, mais le code interdit toute mention de drogue. Hein. Voilà. Et donc en fait, ils ont juste écrit une histoire où un jeune prend des cachetons et se suicide, et donc Spider-Man essaie de comprendre comment c'est possible d'en arriver jusque-là. Et donc ils ont fait cette histoire, ils l'ont soumis au Comic Code Authority. Comic Code Authority a dit non, on donne pas notre saut. Marvel a répondu, on s'en fout, on le sort. Ouais, Stan Lee, il s'est pas laissé démonter là-dessus. Mais je pense qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Hein. Même pas. C'est vraiment en fait Stan Lee. Tout le monde voit l'homme d'affaires, mais on oublie aussi qu'il s'implique aussi sur les causes sociales, bien sûr. Notamment la lutte pour les droits civiques à travers les X-Men et compagnie. C'est vraiment, il passe beaucoup de messages sur ce qu'il voit du monde. Et il a juste fait, on s'en fout, on le sort quand même. Le fait que ça soit Spider-Man, qui était un des personnages majeurs de la firme, le fait que ça soit Marvel,
les distributeurs ont fait, on le diffuse quand même. Et donc, quand ils ont vu ça, le Comic Code Authority, juste à la maison d'en face, donc chez DC, il y a 2 petits auteurs dont on en a déjà parlé, un certain Neil Adams et un certain Dennis O'Neil, qui vont balancer le numéro de Spider-Man sur le bureau de leur chef. Il leur dit, putain, ça fait des mois qu'on se bat pour raconter une histoire par rapport à la drogue. Vous refusez en disant qu'on n'a pas le droit, Marvel vient de le faire. Et donc c'est la fameuse histoire où Speedy, donc l'acolyte de Green Arrow, le sidekick de Green Arrow se shoot à l'héroïne, qui est donc un passage hyper emblématique de Green Arrow, Green Lantern, et l'une des covers les plus spectaculaires que j'ai pu voir en 80 ans de comics, quoi. Donc du coup, le Comic Code Authority, comme ils voient que DC réagit à ça, que Marvel commence à envisager de sortir de plus en plus de titres sans le sceau, va commencer à s'assouplir. À côté de ça, Marvel, faut comprendre que Marvel s'est servi de Warren Publishing, du modèle qui a créé Warren Publishing pour Eerie. Quand ils avaient des titres où ils devaient parler de sexualité ou de violence, ils les faisaient au format magazine. Par exemple, dans les années 80, on a eu 2 comics sur Freddy Krueger, le célèbre boogeyman de Wes Craven, et en fait, ils les ont sortis au format magazine pour avoir aucun problème avec le Comic Code Authority. Toute l'attitude sur la violence, faire tout ce qu'il voulait. Et franchement, à trouver en version physique, c'est inabordable aujourd'hui, parce que ça a dû sortir à hauteur de 10 000 exemplaires, et tout s'est coulé très vite, vu le statut culte de Freddy. Mais on peut les trouver en format digital de manière pas très légale en fouillant sur le net, et ça vaut le coup d'œil. Et à côté de ça, donc, on fait sauter un peu les restrictions. Donc là, Marvel, DC, ils se disent, ok, on va se lancer, et on va faire d'autres choses. Donc comme tu l'as dit, entre le passage de 54 jusqu'au début des années 70, le Comic Code bloquait tout. Donc tous les titres qui étaient censés être des titres d'horreur ont été obligés de se reconvertir. Donc beaucoup se sont arrêtés, d'autres ça a été une vraie reconversion. Ainsi chez DC, t'avais le titre House of Secrets. Là ça va raconter les aventures d'un magicien nommé Mark Merlin et les mésaventures très Jekyll et Hyde de Eclipso, avant que celui-ci devienne un super vilain opposé au Spectre. House of Mystery, ça va raconter les aventures du Martian Manhunter. Chez Marvel, on va voir les titres Journey into Mystery, Tales of Suspense ou Tales to Astonishing, qui vont devenir en fait des anthologies de science-fiction, comme je le disais avant, mais juste ça après, ça va donc devenir des vrais titres de super-héros. Par exemple, Journey into Mystery, c'est le titre qui a vu naître Thor, et c'est l'un des titres majeurs de la licence Thor. À tel point que c'est un titre qui a duré jusqu'à récemment. Ouais, Journey into Mystery, il a duré jusqu'au début des années 2010. En fait, ils reviennent assez régulièrement, ils relancent le titre de temps en temps. En fait, quand ils arrêtent un titre, ils ont 10 ans pour l'exploiter, sinon ils perdent la licence. D'accord. Donc en gros, si Journey into Mystery le publie pas pendant 10 ans, toi tu peux publier un magazine sous ce titre-là. Ouais. ADW, ils vont se lancer. C'est leur truc, ça, de récupérer les licences. C'est pour expliquer, par exemple, le fait qu'on a un Captain Marvel chez Marvel et un Captain Marvel chez DC, et que Captain Marvel chez DC est obligé de s'appeler Shazam. C'est juste que Marvel a donc attendu que DC perde la licence du titre Captain Marvel pour l'exploiter. Du coup, DC, quand ils ont voulu relancer Captain Marvel Shazam, voilà, c'est uniquement ça. C'est une histoire de gros sous. Et donc, si Journey into Mystery c'est Thor, Tale of Suspense c'est le titre qui a vu la création de Iron Man et qui a vu le retour de Captain America. D'ailleurs, pour la petite histoire, Tales of Suspense, au numéro 100, ça va devenir le nouveau titre de Captain America. Et on en parlait avant d'enregistrer, Captain America, qui était un titre très populaire pendant la guerre, était devenu un titre d'horreur, et le personnage de Captain America avait complètement disparu. Voilà, et c'est justement là que le titre était devenu Tales of Suspense. Ouais, donc c'est donc un titre de super-héros qui devient un titre d'horreur, qui devient un titre de super-héros. Et Tales to Astonish, c'est là qu'on a vu la première histoire de Hank Pym, donc à l'époque où il était un jeune scientifique qui va se rétrécir accidentellement et qui va se retrouver dans une fourmilière, qui est en fait juste une histoire qui est vaguement inspirée de L'Homme qui rétrécit, le roman et film très célèbre, et ça va en fait devenir le titre officiel de Hulk après l'arrêt de la série officielle Hulk au numéro 6, un truc comme ça. Donc là, ils vont s'en servir pour faire des titres de super-héros qui marchent. Du coup, quand dans les années 70, ils vont se relancer sur l'horreur parce que donc maintenant ils peuvent, vu que le Comic Code relâche un peu la pression, ils sont obligés de créer des nouveaux titres. C'est un peu bête d'enlever le titre Captain America qui cartonne pour mettre un truc d'horreur à la place. Donc là, ils vont lancer le titre Morbius and the Living Vampire, qui est donc en fait juste un scientifique qui se transforme en vampire accidentellement. Les prémices sont un peu cons, la série est sympa, et ça va marcher. Donc ils se disent on va y aller franco, et donc ils vont sortir plusieurs titres d'horreur, dont pour moi les 2 plus mythiques ça va être donc Tomb of Dracula, qui va juste introduire le personnage de Blade avec ça, donc voilà, et Werewolf by Night qui va voir apparaître mon super-héros préféré pour la première fois. Donc tu devines qui? Non, je ne sais pas, un loup-garou. Moon Knight.
Ah, Moon Knight, oui, je suis bête, oui, bien sûr. Et Tomb of Dracula, ça raconte donc l'histoire de Dracula qui revient à notre époque et qui est obligé de se friter contre une équipe de chasseurs de vampires dirigée par l'héritier de Abraham Van Helsing et qui se fait aider par toute une équipe dont le petit-fils de Dracula et un chasseur de vampire disco, donc Blade. Hein. Mais ce titre est génial, vraiment. C'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, le truc très drôle, pour en revenir à Stephen King, c'est que dans cette série, il y a un personnage d'auteur d'horreur un peu geek sur les bords qui va aider l'équipe de héros. Et si c'est pas une référence à Stephen King, je comprends pas. Mais donc là en fait, chez les Big Two en fait à cette période-là, ils ont l'habitude en fait de lancer tout un univers complet autour d'unités. Donc par exemple, on avait les univers qu'on appelle street level, oui. Où on parle de personnages qui sont des combattants. Donc Batman, Daredevil. Voilà, ou Power Man par exemple. On a aussi l'univers exploitation même carrément chez Marvel, où vraiment là, Power Man a plus sa place dans l'univers exploitation vu que c'est la Black Exploitation qui a créé ça. On a des titres Shang-Chi oui. Et Iron Fist pour le kung-fu. Donc là, ils se disent, on va créer vraiment tout un univers d'horreur qui va permettre en fait de créer des personnages totalement cultes, notamment Ghost Rider. Ouais. Et oui, Ghost Rider, sans l'assouplissement du Comic Code Authority, ne pourrait pas exister. Après, on n'aurait jamais vu Nicolas Cage en Ghost Rider sans l'assouplissement du code. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça, c'est une perte pour le cinéma et pour la culture générale. Mais aussi, on va avoir plein de petits personnages très intéressants, mais secondaires, mais qui restent encore aujourd'hui, comme Man-Thing ou Damon Elstron, Son of Satan. Du côté de DC, c'est plutôt la formule anthologique qui revient au goût du jour avec un retour aux sources des titres Witching Hour et House of Mystery. Comme je disais, c'est des titres où on va se retrouver avec du Martian Manhunter ou des histoires de super-héros un peu occultes mais sans être bien méchants. Là, ça revient vraiment à des pures histoires d'horreur racontées par des hôtes un peu comme les contes de la crypte. Et le truc marrant, c'est que tous les hôtes de ces magazines, donc Witching Hour, c'est 3 sorcières, une jeune, une vieille ou une très vieille. Et House of Mystery, c'est les frères de la Bible, Abel et Caïn. On va tous les retrouver 20 ans plus tard dans la série Sandman. Ouais. Mais au-delà de ces courts récits, ça va aussi permettre de faire émerger des personnages cultes comme Etrigan le démon. Jack Kirby. Par Jack Kirby, et tu sais pourquoi il a créé ce personnage-là? Je crois me souvenir qu'il voulait pas du tout, mais c'est parce qu'on lui a demandé. Voilà, c'est en fait, il venait d'arrêter le Force World. Le 4e monde, parce que ça marchait pas, ouais. Voilà, et on lui a dit, tu fais un titre d'horreur, mais je veux pas, tu fais un titre d'horreur. Donc il a fait un titre d'horreur. Ouais, ça a duré une quinzaine d'épisodes, je crois, mais c'est un personnage qui est très marquant. 15 épisodes pour Jack Kirby, c'est 2 mois de travail, hein. Ouais. 2 semaines. Ouais. C'est un personnage qui est toujours exploité maintenant, hein. Et un autre personnage ultra culte de cette période-là et qui a une véritable importance, c'est un personnage qui va vraiment lancer la révolution des années 80 quand un auteur anglais va mettre les mains dessus. Swamp Thing, oui, de Len Wein. Ouais, donc Swamp Thing qui dans les années 80 va donc lancer la révolution, l'arrivée des Anglais dans les comics, et donc le mouvement qui va créer Vertigo, où c'est là vraiment qu'on va se retrouver avec le maximum de titres d'horreur, quoi. D'ailleurs, maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme titre d'horreur? Alors, on en trouve littéralement chez tous les éditeurs, hein, parce que on en discutait avant d'enregistrer cette émission, quel est le plus grand éditeur de titres d'horreur. On pense évidemment maintenant à Dark Horse, hein, avec Hellboy, The Goon, qui est un titre qui a duré pendant des années, toute la production de Richard Corben. Donc, mais pas seulement les autres éditeurs. Alors, on t'a cité DC et Marvel, ils continuent à sortir des titres horrifiques, hein. DC, avec leur gamme Vertigo, ils ont sorti American Vampire, oui. qui est d'ailleurs dont les premiers chapitres ont été écrits par Stephen King. Mais on peut citer Animal Man, The Wake, très récemment, qui est un titre purement horrifique. Chez Marvel, la série Marvel Zombie, oui, qui a eu un énorme succès. Alors chez Image, évidemment, c'est impossible de ne pas citer Walking Dead, qui est le comics indépendant le plus vendu du moment. C'est le titre d'horreur du 21e siècle, hein, pour l'instant. C'est même, tu peux même enlever horreur, hein. Ouais. C'est le comics du moment, tout simplement. Ouais. Les ventes, sont absolument incroyables. Mais il y a pas que ça chez Image, hein. Image, j'en ai une flopée de titres d'horreur. Moi, j'en ai cité quelques-uns que j'aime beaucoup. J'ai cité Fatal de Ed Brubaker. Revival c'est Tim Seeley, si je me souviens bien. Nailbiter de Joshua Williamson, et on peut citer Witches de Scott Snyder, que j'aime moins, mais qui a eu son petit succès. Et puis pour rester sur Kirkman, Outcast, qui est sympathique. Oui, voilà. Mais il y en a plein, hein. On pourrait faire du name drop. Mais tous les éditeurs en ont. Aftershock, qui est un jeune éditeur, par exemple, une série qui marche très bien qui s'appelle Insects. Ouais. Mais même jusqu'à Archie,
fait des titres d'horreur. Afterlife with Archie. Oui, donc pour expliquer, Archie, c'est donc la série comique sur les petits jeunes américains lycéens, où vous trouvez en fait enfin ce qui est censé être une adaptation sur Netflix sous le titre de Riverdale. Et donc il y a quoi déjà quasiment 10 ans maintenant, ils ont décidé de lancer Afterlife with Archie. Oh, il y a moins que ça, non, il y avait pas 10 ans. Oh, moi j'aurais dit 5 ans. Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de retard qu'au bout d'un moment... On a un peu perdu, oui. Mais Afterlife with Archie, c'est juste en fait Walking Dead dans l'univers de Archie. Et c'est assez fou, quoi. Pareil, si vous vous rappelez de la série télé Sabrina la petite sorcière, y a une version horreur de Sabrina chez Archie qui est absolument folle, où on découvre en fait que Sabrina est la fiancée de Cthulhu. C'est là que j'ai arrêté la série. J'ai fermé mon fascicule, je l'ai posé. Ça suffit, on arrête là. Mais moi, si je dois en retenir une des séries relativement récentes, horrifiques, une de mes séries préférées, tout genre confondu, c'est Animal Man de Grant Morrison. Une série purement horrifique aussi, donc, qui était à l'époque publiée par DC, pas encore Vertigo. Ouais, puis ça date, oui. Ah ouais, ça fait quelques années, ça fait ça. Non, 87, 88, je crois. Donc ça fait 30 ans maintenant. Ouais. Et donc rien d'autre de vraiment marquant Ah bah rien d'autre, enfin, on a déjà cité pas mal, on va arrêter le name dropping. Lock and Key, évidemment. Ouais, Lock and Key. Lock and Key, que dis-je, chez DW. Mais Lock and Key, parce qu'on en a pas parlé beaucoup, il y a un gros parallèle à faire quand même avec ce qu'a fait son père. Hein. Bah en fait c'est surtout flagrant avec un film qui est dans l'actualité avec ça de Stephen King, parce que on trouve plein d'éléments qu'on retrouve aussi dans Lock and Key. Donc Lock and Key, ça se situe dans une petite ville isolée de la côte est. Comme dans tous les romans de Stephen King. Alors, à une différence près, c'est que ça se passe pas dans le Maine, mais dans le Massachusetts. Mais sinon, c'est tout pareil. Hein. On trouve en fait des héros qui sont en fait des enfants, et c'est surtout des enfants qui sont marginaux. Ouais. C'est parce qu'on veut pas dire que la famille Locke, après la mésaventure de la première issue, soit très très standard comme famille. Mais on peut dire ça. Et d'ailleurs, les amis qu'ils se font sont aussi des marginaux. Bah, je pense notamment aux potes de Kinsey. Avec ses petites lunettes rondes et ses tatouages. Voilà. Ah, j'adore ce personnage. Pareil. Et surtout, les adultes sont totalement à la ramasse. Ils comprennent rien à ce qui se passe. Les enfants voient qu'il y a des trucs absolument horribles qui se passent, mais les adultes ne comprennent rien. Exactement comme dans ça. Les enfants sont les vrais piliers de la famille. Ouais. Les adultes sont des boulets quasiment pour eux. Et en fait, c'est aussi une thématique qu'on retrouve chez King, père et fils. C'est comme quoi la magie, elle est accessible aux enfants. Qu'en fait, en grandissant, on perd l'accès à la magie. C'est l'effet Peter Pan, ça. Ouais, non, voilà, c'est exactement ça. Et c'est d'un côté ce que notre génération refuse globalement, c'est de perdre l'émerveillement qu'on avait devant les œuvres étant gamin, quoi. Dans Lock and Key et comme dans l'œuvre de King, on va aussi trouver des personnages féminins très complexes, mais dans des complexités très différentes les unes des autres. Soit elles sont totalement brisées et en phase de reconstruction. Bon, on peut parler de Nina, la mère dans Lock and Key, qui donc a vu son mari se faire tuer et s'est fait violer. Ça. Et qui essaie de dépasser ça. Et on peut la rapprocher en fait de Dolores Claiborne, le personnage du roman de Stephen King, qui a une femme battue. Ouais, c'est une femme battue qui a connu vraiment la violence et qui essaie de se reconstruire. Bon, ça se passe pas très bien dans le roman, mais au moins elle essaye. On trouve aussi des femmes qui sont totalement perdues. Donc du genre la mère de Carrie, Annie Wilkes dans Misery. C'est marrant d'ailleurs, Dolores Claiborne et Annie Wilkes dans Misery, elles sont jouées par la même actrice au cinéma. Kathy Bates. Ouais. Et dans Lock and Key, on peut la rapprocher donc de Ellie, la prof au collège et mère d'un enfant justement qui va être très important pour l'histoire. Et surtout, on trouve aussi des femmes qui sont devenues des battantes par la force des choses. Je pense là sur Netflix vient de sortir le film Jessie, qui raconte l'histoire d'une femme qui va subir qui va échapper à un viol domestique, mais qui va se retrouver dans une situation pas très confortable. Je sais pas si tu as vu le film. Non, j'ai pas vu. Mais tu connais l'histoire? Oui, j'ai lu ce roman. Et on peut penser au personnage de Jessie, et là, dans Lock and Key, clairement, le personnage de Kinsey qui va refuser sa peur. Ouais. C'est ce genre de personnage. On peut penser à Wendy dans Shining aussi, qui est un personnage qui paraît assez faible et mais qui va devenir très fort au fur et à mesure du roman. Hein. Et justement, en parlant de Shining, il y a une des thématiques de Shining qu'on retrouve aussi dans Lock and Key, c'est la séduction du mal, où donc Torrance va se laisser corrompre par l'ambiance de l'hôtel. On trouve aussi ça dans Salem ou dans Bazar. Et dans Bazar, c'est terrible ça d'ailleurs, la corruption du mal. C'est tout le thème de ce roman. Hein. Ouais. Et le personnage de Dodge, donc dans Lock and Key, représente totalement cette thématique. Ouais. Et surtout, en fait, on va retrouver des personnages pervertis. Donc, je faisais un parallèle avec ça. En fait, dans ça, il y a un gang de petits voyous quand ils sont enfants. Donc, le gang de Henry Bowers,
qui va s'amuser à graver son nom sur le ventre de Ben, donc le obèse du groupe de héros. Et ce gang, en fait, me fait penser au personnage de Sam Lesser. Donc un gamin qui dès la première issue va commettre un crime atroce, et son évasion pour rejoindre la famille est exactement la même que le Bowers de 27 ans plus tard dans ça. C'est assez fou en fait le parallèle quand tu le fais. Tu expliquais en fait que le père et le fils aimaient se répondre. C'est probablement un gros clin d'œil de la part de Joe envers son père. C'est même plus que ça, c'est clairement un hommage. Quoi. Ouais. Mais en parlant d'hommage, est-ce que ça a eu beaucoup de récompenses, Lock and Key ? Pas tant que ça, en fait. J'étais assez surpris parce que pour moi, en tout cas, c'est devenu un titre culte, mais il a gagné en tout et pour tout qu'un seul Eisner. Surprenant, Joel en 2011 pour le meilleur écrivain, mais Gabriel Rodriguez, par exemple, n'a jamais gagné, et la série elle-même n'a jamais gagné de récompense. Enfin, de récompense, en tout cas pas d'Eisner. Ils ont gagné d'autres récompenses moins prestigieuses, mais les Oscars du comics, ils n'en ont gagné qu'un. Ouais, c'est bizarre parce que pour moi, c'est tellement une référence, cette série, maintenant. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Après, la série, c'est pas... alors, c'est un énorme carton de vente pour IDW, mais à l'échelle IDW. On parle pas des titres Marvel. Quand Lock and Key sort un titre, les gros titres Marvel en vendent 10 fois plus. Ouais. Donc, le premier exemplaire s'est vendu à 7500 exemplaires. Oui, mais écoulé en un jour. Donc voilà. Ça c'est le premier tirage en fait, c'était écoulé à 7500 exemplaires, ce qui faisait le 188e comics du mois, ce qui est donc ça paraît ridicule, mais comme tu dis, ils sont écoulés le premier jour. 100% de vente en une journée. C'est quand même un truc de malade, quoi. Alors par contre, la série a gardé son lectorat fidèle jusqu'au bout, en tout cas le lectorat qui était là au départ, parce que le tout dernier numéro, donc le numéro Omega numéro 2, s'est vendu à 10 000 exemplaires en décembre 2012. Ouais. Moi j'étais assez surpris, je m'attendais vraiment à des ventes plus importantes. C'est une série qui a vraiment connu son public avec les ventes de TPB. Ouais, je pense aussi, parce que le problème c'est que là on n'arrive pas à avoir de vrais chiffres fiables pour les TPB, mais à mon avis c'est vraiment la série carton en TPB, comme les titres Vertigo en général, quoi. Un indicateur fiable pour les TPB, c'est de voir combien de rééditions il y a eu, et quel type d'édition en fait, parce que Lock and Key est sorti en hardcover, en dur. Ensuite ils l'ont sorti en souple parce que les volumes durs se vendaient très bien. Ensuite ils ont vendu des lots de souple, et après maintenant ils en sont ressortir des versions dures mais en plus gros format, donc des espèces d'omnibus qu'ils appellent les Master Edition, c'est chez IDW. Donc ils n'arrêtent pas de le ressortir, et j'ai vu une interview de Ted Adams qui dit Lock and Key de toute façon c'est notre vache à lait, on va continuer à la sortir indéfiniment. Et d'ailleurs de temps en temps Joe Hill et Gabriel Rodriguez nous ressortent un épisode comme ça pour le fun. Mais je crois qu'il y en a un qui est prévu pour cette année. Ouais, il y en avait eu un pour Noël l'an dernier, il me semble. Ouais. Mais tu vois, tu disais qu'il était sorti en dur et après en souple aux États-Unis. Nous en France, on a eu l'inverse. D'abord en souple. Ouais. En fait, il est sorti en TPB souple chez Milady Graphics. Qui appartient à Brajlon, si je me trompe pas. Voilà, c'est une filiale de Brajlon. Et le truc, c'est que donc Milady Graphics a une période très très difficile de sa carrière et a dû arrêter quasiment l'exploitation de toutes ces séries. Donc en fait le truc c'est qu'ils ont recommencé la publication de Lock and Key, qui est un des rares titres qu'ils ont conservé avec Scott Pilgrim. Ouais. Ah, c'est deux belles licences quand même. Ouais, c'est deux belles licences. Et en fait, le truc, c'est qu'ils les ont ressortis en dur. Ce qui est un peu con, c'est qu'ils ont jamais sorti les deux derniers en souple. Ah oui, donc les gens qui avaient commencé la collection en souple ont dû finir leur collection avec des tomes en dur. Voilà. Ou alors tout reprendre depuis le début en dur. Et donc je crois que c'est l'an dernier, ils ont sorti en 3 volumes de luxe qui sont splendides, vraiment. Ah bah c'est l'équivalent des Master Edition que propose le IDW. Ouais. Pour en rester sur Lock and Key avant de nous quitter en musique, Lock and Key a été adapté. Est-ce que est en voie d'être adapté? Est-ce que tu le savais? Alors il y a eu une première tentative. Moi je me souviens d'avoir vu un trailer pour une série qui devait passer sur la Fox. Le trailer était pas trop mal d'ailleurs. Moi le trailer je l'avais trouvé très bien. Donc en fait la Fox avait optionné un pilote en 2011. Ils ont vu le pilote, ils ont fait non. Ah ouais, c'est étonnant. Mais alors ça avait l'air très sombre. La photo était assez moche, assez bleuâtre. Moi je déteste les photos bleuâtres. Après voilà, ça convient à l'ambiance assez horrifique du truc. Et puis sachant que donc les côtes du Massachusetts c'est du Maine, c'est censé être nuageux. C'est l'équivalent de la Bretagne pour nous. Ouais. Tu peux pas faire un truc trop lumineux. Après ça devait être adapté en film pour en faire une trilogie, qui a été annulé, les droits sont passés d'une maison de production à l'autre, quand même plusieurs fois. Donc du coup, ils se sont abattus sur un truc un peu bizarre pour une graphic novel, je trouve. Ils ont fait un livre audio. Ça c'est fort. Mais avec des gros noms quand même au casting.
Ouais, donc Haley Joel Osment, donc le gamin de Sixième Sens et Intelligence Artificielle, qui joue dedans. On a Tatiana Maslany, qui est donc l'héroïne d'Orphan Black. Très bonne actrice. Ouais, et on a Kate Mulgrew, qui est donc, pour les fans de Star Trek, c'est la capitaine Catherine Janeway de Star Trek Voyager. Et c'est surtout, en fait, pour toi qui es très fan de cette série, la spectaculaire Red dans Orange is the New Black. Ah ouais, fabuleuse actrice. Donc, je t'avoue que un livre audio pour un graphic novel, je suis perplexe. Donc, même si c'est que en anglais, je sens que je vais me le payer sur Audible et voir ce que ça vaut. Hein. Ah ouais, je suis très curieux aussi. Je pense que je vais l'écouter aussi. D'ailleurs, on a aussi un trailer qui circule, on le mettra sur le billet comme le trailer de la première série télé. Et pourquoi première série télé? Parce que justement, Hulu, donc le fameux fournisseur de vidéos à la Netflix aux États-Unis, qui sort pas mal de trucs ces derniers temps, a commandé un nouveau pilote qui est en cours de tournage. Ils avaient sorti une série adaptée d'un roman de Stephen King, le 22-11-63, Ouais. était sorti sur Hulu d'ailleurs. Ouais, et donc on leur souhaite bon courage parce que j'aimerais bien voir ça concrétiser, quoi. Et surtout que apparemment, même si pour nous ça ressemble à une référence, le Kinky, ça a pas l'air d'être le cas pour tout le monde. Après, c'est une série vraiment horrifique, très graphique, qui demande aussi pas mal de moyens parce que visuellement, Ouais. ça va très loin. Chaque utilisation des clés implique un pouvoir et certains demandent pas mal d'effets spéciaux. Moi, la clé de la tête, Voilà, c'est ça. je suis curieux de voir comment ils vont faire ça. Bah, il y a la clé des géants aussi, par exemple, qui va devoir Ouais, mais demander. ça fond vert, tu fais un truc simple. Mais la clé de la tête, je t'avoue que ça me laisse perplexe. Ah, mais ça nécessite un petit budget quand même. Ouais, surtout que si tu te rappelles de la case où t'as vraiment découvert l'utilité de la clé de la tête, Ouais. où t'as tourné ta page, t'as fait what? En fait, c'était un des petits jeux de la lecture de Lock and Key. À chaque fois qu'une nouvelle clé apparaît, alors, qu'est-ce qu'on va découvrir avec celle-là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah ouais, non, mais alors celle-là, moi, elle m'avait profondément marqué, quoi. Ouais, c'est la plus spectaculaire. Ouais. Mais bon, on va dire qu'on en a fini pour le Kenki cette fois-ci. Donc, avant de se quitter, on va vous rappeler qu'il faut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, Facebook, Twitter et notre site web aussi. Bien sûr. comicsfair.fr. On est beaucoup plus actif sur Facebook, mais on répond à tous les messages, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur le site. N'hésitez pas à venir parler avec nous, hein, ça nous fera toujours plaisir d'avoir vos retours sur ce qu'on dit ici. Et donc, comme d'habitude, on va se quitter en musique, et pour une fois, c'est toi qui as choisi un titre un peu bizarre. Ah, bizarre, je sais pas, mais en tout cas, un petit peu particulier. D'habitude, on essaie de trouver des chansons qu'on aime bien. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime bien cette chanson-là? Pas vraiment, hein. Oh, on l'aime bien parce qu'elle est un peu différente. Alors, on vous conseille d'aller voir le clip après l'avoir écouté, parce Oui, que le clip est aussi drôle que la chanson elle-même. Alors, c'est un morceau de rap. Un rap un petit peu particulier parce que c'est le gardien de la crypte lui-même qui interprète une chanson qui était à l'époque sortie sur la vague de succès des contes de la série télé Contes de la Crypte. Et c'est un morceau qui s'appelle Crypt Jam. Donc on va s'écouter ça. On a commencé sur le générique des Contes de la Crypte et on finit avec un rap du gardien de la crypte. Je trouve ça raccord. Allez, Nickel. à dans 15 jours. Ciao. À dans 15 jours. Come on down! Jam! This is the keeper, for I have a tasty treat, inviting you all to a feast. Only the best of fiends can come. We'll have skeletons of fun. So come on down to the Keeper Zoo. I'm sure it will get rave reviews. Be on time if you can. But this is the Crypt Jam. Just jam. The Crypt Keeper's in the house with a groove that's nasty and mean, like the effects of a guillotine. Permanent headaches, the end of the mission. For you have entered the Keeper's TerraVision. So everybody just make that dash, a dash to the Crypt Keeper's Monster Bash. So come along with the Keeper's plan, for this is the Crypt Jam. Jam! Yo, horns! Accent! Woo! All right, everybody, come listen to me.